Bienvenue dans Ego, un podcast qui invite à dépasser celui-ci pour aller plus loin et adressé à celles et ceux qui veulent grandir autant dans l'esprit que dans le corps. Dans l'épisode du jour, on va parler de récupération. Donc, je te laisse te mettre dans un cadre confortable pour toi, peu importe ce que tu es en train de faire, que tu sois en train de marcher, de courir sur ton canapé, je m'en fous. Juste mets-toi dans un endroit tranquille et on est parti pour cet épisode. Donc cet épisode, il va être sous forme de tier list, comme tu peux le voir à ma gauche si tu regardes la vidéo actuellement. Bien sûr, ne t'en fais pas si tu as juste les écouteurs dans tes oreilles, il n'y aura pas de problème. Tu peux très bien suivre le podcast comme ça. Je te dirai à voix haute. Et donc cette tier list, je vais la présenter à voix haute aussi pour que toi qui écoutes seulement ce podcast, tu puisses te représenter et bien te situer tout au long de ce podcast. Alors, une tier list, c'est simple, c'est une liste, comme le nom l'indique, hein, tout simplement, où on va retrouver plusieurs niveaux, partant donc du plus mauvais au meilleur. Donc là, le meilleur, ça va être le rang S, ensuite on descend A, B, D, C. Donc voilà, en fait, c'est aussi simple que ça, et à chaque fois, c'est pour en fait classer une méthode ou un outil de récupération dans ce tableau. Et comme ça, à la fin de cet épisode, tu sauras vraiment lequel est le meilleur outil, lequel est le moins bon et pourquoi surtout. Parce que ça, c'est important. Donc, on va tout de suite commencer. On va pas perdre de temps, hein. Le premier outil de récupération que personnellement j'affectionne énormément, si tu me connais un petit peu, tu dois le savoir, ça va être la récupération par le froid. Donc, attention, je ne parle pas encore des patchs de froid, ça on en parlera plus tard. Là, je parle exclusivement donc du bain froid, de la douche froide, ou que ce soit même de la cryothérapie. Ça, je l'ai découvert il y a quelques années déjà. Comme je l'ai dit dans d'autres podcasts, j'affectionne beaucoup Eric Flagg, qui lui, du coup, fait des douches froides depuis des années et des années. Euh, et moi, vraiment, j'ai eu envie en fait, de tester cette expérience, que ce soit du coup par le biais des vidéos d'Eric Flagg ou par le biais de Wim Hof. Donc Wim Hof, je ne sais pas si tu le connais, mais du coup, c'est quelqu'un qui a perdu sa femme vers ses 30 ans, si je ne dis pas de bêtises. Excuse-moi si je dis une bêtise, mais qui a perdu sa femme donc vers ses 30 ans et qui vraiment était en dépression, n'arrivait plus à avoir de goût en fait à la vie, tout simplement. Et il a essayé de développer une méthode pour euh, revenir un peu dans l'état de présence, j'ai envie de dire. Et ça, en fait, il l'a découvert en allant dans de l'eau froide. En fait, il allait dans de l'eau froide et il s'est rendu compte qu'avec une bonne respiration, on pouvait vraiment réguler son corps et vraiment contrôler ses émotions. Et donc lui, il pratique la respiration et les bains froids, enfin l'exposition au froid en globalité. Il est très connu. Si tu ne le connais pas, moi je t'invite à tester déjà ces méthodes de respiration qui sont franchement top et qui peuvent te faire un peu sortir de ton esprit. On ne dirait pas comme ça, mais la respiration c'est vraiment quelque chose de très puissant et quand on apprend à le maîtriser, c'est vraiment excellent. Moi je t'invite à lire un livre qui s'appelle Respirer de James Nestor, si je ne dis pas de bêtises. J'ai peut-être confondu avec un autre, mais en tout cas le livre ça s'appelle Respirer. Et on se rend compte en fait qu'on peut respirer mal alors qu'on n'y pense pas. Mais respirer, c'est un truc qu'on fait tous les jours, malgré tout. Donc, vaut mieux bien respirer, c'est un conseil. Vaut mieux bien respirer. T'as, je sais pas combien d'années à vivre encore, sûrement, je te le souhaite. Mais vaut mieux bien respirer. Donc, à partir sur ça, moi, je te conseille de te documenter du coup sur la respiration, que ce soit du coup en lisant le livre que je t'ai proposé, ou sinon juste en regardant des vidéos de Wim Hof. Il y a plein de créateurs de contenu français qui en parlent. Franchement, là, vous serez servi, il n'y a pas de problème là-dessus. Et voilà, tout simplement. Donc, tout ça pour dire que j'ai découvert du coup cette thérapie par le froid grâce à Eric Flagg et Wim Hof. Euh, donc, quand je dis thérapie par le froid, eux, ils font surtout du coup des bains froids et des douches froides, pas de la cryothérapie, qui est du coup une méthode un peu plus avancée technologiquement, on va dire, et plus récente aussi.
Ça s'inscrit plus dans les nouvelles ères. Actuellement, je sais que pas mal d'athlètes le font. Après, seulement cette méthode, c'est qu'il y a peu d'études dessus, comparé du coup au bain froid et aux douches froides où il n'y a pas énormément d'études dessus non plus. Et surtout, bah, la cryothérapie, c'est quand même quelque chose de beaucoup moins abordable que les bains froids ou les douches froides. Une douche froide, tout le monde peut en prendre une chez lui, honnêtement. Tant que tu as une douche, tu peux le faire. Et un bain froid, bah, si tu habites à côté de la mer, d'un lac ou autre chose, tu peux le faire. Sinon, tu t'achètes un bain froid, aussi simple que ça. Bon, je te l'accorde, si tu habites en appartement en plein Paris, c'est un peu compliqué, mais tu vois ce que je veux dire dans l'idée. Du coup, ouais, personnellement, moi, j'en fais depuis un peu plus de 2 ans actuellement des bains froids, si je dis pas de bêtises. Euh, j'ai commencé du coup en investissant dans un bain froid de 400 litres de la marque Nurkover. C'est pas partenariat, je sais pas quoi. Il y a plein de marques qui font ça. Mais du coup, ouais, un bain en fait en plastique tout simplement que j'avais mis dehors au début, mais que maintenant je mets à l'intérieur dans mon garage. Il fait pas plus froid que dehors que dans le garage. Mais en fait, pourquoi je le mets à l'intérieur? Parce que dehors, ça se salit très vite. C'est aussi simple que ça, honnêtement. Euh, et donc, malgré que je sois grand, franchement, je rentre en entier. J'ai mon pote de 115 kilos à 2 mètres qui rentre dedans largement aussi. Donc ça, il n'y a pas de souci. 400 litres, c'est largement assez. Et le problème, par contre, qu'on va rencontrer selon la région où on habite, ça va être du coup bah, la température de l'eau, tout simplement. Pourquoi je dis ça? Parce que du coup, moi, pour ceux qui ne le savent pas, j'habite en Bretagne. C'est une région où il fait pas forcément très froid comparé au reste de la France. Bah, en hiver, je parle, hein. Il fait vraiment pas très froid et en été, il fait chaud, enfin, comme dans toute la France, on va dire. Euh, mais tout ça pour dire que l'été, ça sert à rien, en fait, d'utiliser le bain froid parce que déjà, moi, j'habite à côté de la mer, donc autant le faire dans la mer. Mais surtout qu'un bain froid, l'été, bah, il est plus si froid que ça. Sauf si on a des méthodes vraiment bah, des pompes, enfin des refroidisseurs, je sais plus comment on appelle ça, bah, pour refroidir l'eau, mais c'est vraiment un budget, je crois que ça coûte 1500 euros la station, donc c'est quand même quelque chose. Donc le problème, c'est que c'est un outil qu'on peut utiliser, mais pas tout le temps. On peut utiliser des douches froides aussi, mais c'est pareil. En été, tu n'auras pas forcément très froid s'il fait 30 degrés dehors et que chez toi il fait chaud. Tu n'auras pas forcément très froid avec une douche froide non plus. Donc ouais, tout ça pour dire que c'est quelque chose qui se fait un petit peu par période, dans le sens où si tu habites comme moi en Bretagne par exemple, ou si tu habites en France hein, tout court, bah, l'été ça va être compliqué de l'utiliser à bon escient, on va dire. Tout simplement parce que c'est pas assez froid. Et ça revient à la même chose l'hiver, pardon. Si tu habites autre part dans la France, je sais qu'il peut faire très froid sur certaines périodes de l'année, que ça peut baisser en dessous de zéro, que ton eau, elle peut presque geler. Euh, mais en Bretagne, bah, l'eau de mon bain froid n'est jamais descendue en dessous des 7-8 degrés. Et en hiver, elle reste à peu près à cette température-là. Mais tout ça pour dire que c'est pareil, sans instrument électrique en plus, on ne peut pas baisser énormément la température de l'eau. Et là, tu vas me dire, bah mets des glaçons. Et moi, je vais te répondre, bah oui, mais non. Parce que 400 litres d'eau, pour te donner une image, il faut 70 litres de glace, donc 70 kg d'eau en gros, hein, pour refroidir ces 8 degrés à zéro. Donc, perso, j'ai pas 70 litres de glace qui m'attendent tous les jours dehors. Donc, c'est tout simplement impossible pour moi de baisser trop la température. Je mets des petits packs de glace dedans, les petits packs déjà faits là, mais ça baisse pas énormément non plus la température. Donc c'est juste ce problème-là, si on n'a pas de station électrique pour refroidir vraiment son bain, on ne peut pas descendre très très bas, hormis si on habite dans une région qui le permet. Voilà, ça je voulais faire une aparté là-dessus, parce que bah, c'est quand même important de savoir ça, je trouve, selon la région où on habite, forcément. Donc voilà, moi, au niveau de la fréquence, je tenais, enfin, du coup, l'été, j'en fais pas, vu que bah, je me baigne dans la mer simplement et que le bain froid n'est plus très froid. L'été, du coup, ouais, je me baigne juste dans la mer, tout simplement. Et l'hiver, enfin, l'hiver, quand il commence à faire plus froid, tout simplement, hein, je re-remplis du coup ce bain froid et je m'immerge
au moins une fois par semaine. C'est vrai que c'est pas énorme, on peut faire largement plus, je vous l'accorde, mais au moins une fois par semaine. Et en termes de durée, ça va être entre 5 et 10 minutes, un truc comme ça. À 8 degrés, ça paraît pas si dur que ça, mais c'est vrai qu'en hiver, on se rend vite compte que finalement 8 degrés, c'est assez froid. Donc voilà. Euh, pour la petite anecdote, mon record, ça va être 28 minutes à 8 degrés. Et par contre, après, j'étais un peu en hypothermie dans le sens, enfin, je sais pas si c'est vraiment hypothermie, mais je pense que c'est un peu les symptômes qui en relèvent, dans le sens où après, j'ai pris une douche chaude, sauf que je sentais pas le chaud, en fait, tout simplement. Donc, faire attention à ça. Et ça, justement, on va en venir après que je t'ai cité les différents bénéfices, tu vois, des bains froids. D'ailleurs, je t'invite à aller sur Instagram, j'ai fait un post là-dessus, où là, en gros, je vais te résumer à l'oral hein, ce qu'il y a dessus. Mais, euh, mais voilà. Donc là, l'étude sur laquelle je m'appuie, c'est principalement celle d'Andrew Huberman. Je t'invite à écouter ses podcasts si tu écoutes des podcasts en anglais. C'est qui? C'est un scientifique américain, si je dis pas de bêtises du coup, qui parle de plein de sujets et qui est vachement intéressant. Bref, déjà, premièrement, l'aspect mental. Donc l'aspect mental du bain froid, ça va être une libération de dopamine. Donc la dopamine, c'est ce que tu as quand tu scrolles sur TikTok, tu vois, c'est un peu l'hormone du bonheur instantané, on va dire. Et cette libération de dopamine avec le bain froid, elle est 2,5 fois plus forte qu'à la normale. Dans le sens où tu vas avoir un gros pic en gros de dopamine après avoir fait ton bain froid. Et il faut savoir que ça dure sur plusieurs heures après. C'est pas quelque chose qui va te direct se baisser une fois que tu t'es séché et tout. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même intéressant sur le plan mental. En plus du coup de la résilience mentale et de la résilience du stress. Forcément, résilience mentale, bah là j'entends par là que tu te forces à faire quelque chose qui est désagréable. Ça a un impact sur ta vie. J'ai pas besoin de le développer plus que ça, mais forcément, sortir de sa zone de confort, c'est toujours intéressant. Moi, je te le conseille vivement, hein. Je pense que tu commences à le savoir, mais c'est vraiment quelque chose qui te permet de sortir de ta zone de confort tout en restant quand même dans un certain confort, dans le sens où tu peux le faire chez toi, par exemple, si tu as un bain froid. Et une douche froide, c'est pareil. Tu peux le faire très rapidement et à la limite, tu commences par des douches froides et après, tu vas sur du chaud. Ou alors l'inverse, tu vois. Tu commences par du chaud, tu vas sur du froid. Mais vraiment faire progressivement pour pas te dégoûter de la chose, on va dire. Ensuite, sur l'aspect physique, ça va être amélioration de la circulation sanguine. Pourquoi? Parce que du coup, tu as une vasoconstruction, vasodilatation de tes vaisseaux sanguins. Donc vasoconstruction, c'est quand, en gros, pour schématiser, hein, c'est quand tes vaisseaux sanguins vont se rétrécir, tes veines vont se rétrécir, vont amener un peu, si tu veux, quand tu as froid, le sang vers tes organes vitaux principalement. Et après, vasodilatation, bah, c'est le sens inverse, tout simplement. C'est quand tu vas commencer à te réchauffer que le sang va recirculer vers les membres extérieurs, les extrémités, tout simplement. Et du coup, bah, ça stimule au final la circulation sanguine. Euh, combien de temps est recommandé? Lui, Andrew Huberman, il recommande environ 11 minutes d'exposition hebdomadaire, donc par semaine. Et ça, il le divise en 3 à 4 sessions. Donc forcément, ça peut être un certain investissement de temps. Et en même temps, on se dit, bah, c'est que 11 minutes. Dans 24 heures, je sais pas, 3600, non, c'est secondes ça. Bon, bref, on a beaucoup de minutes. Et en une semaine aussi, on a beaucoup de minutes. Donc, c'est un peu un truc où il faut se forcer, j'ai envie de dire. Mais 11 minutes, au final, dans une semaine, c'est pas grand-chose. Si tu es déter à le faire, bien sûr. Ensuite, ça favorise aussi la densité de ton tissu brun adipeux. Tissu brun adipeux, c'est quoi? C'est ce que tu as sous la peau et qui, en gros, schématiquement, te permet d'avoir moins froid au quotidien. Donc, quand tu vas aller dehors, tu seras peut-être un peu plus tolérant au froid si tu es habitué à faire des bains froids que si tu n'en fais jamais. En gros, c'est ça pour schématiser. Et donc, ouais, tu augmentes un petit peu aussi donc, ta dépense énergétique en soi, vu que bah forcément tu demandes de l'énergie à ton corps pour te réchauffer après ce bain froid. Donc, il y a ça aussi qui est intéressant sur l'aspect physique. En soi, après, pardon, tu auras une réduction inflammatoire qui accélère un petit peu la récupération musculaire.
c'est, c'est comment dire? Ça dépend en fait des gens. Tu as des gens qui vont réagir très bien, tu as des gens qui réagissent moins bien. Par exemple, moi, pour l'exemple, si je suis énormément courbaturé et que je prends un bain froid, je vais avoir une sensation de relâchement musculaire et vraiment enfin, de disparition, tu vois, de ces courbatures pendant, on va dire, 1 heure après ce bain froid. Et après, forcément, ça augmente. Pourquoi? Parce que tu es un peu anesthésié avec le froid, tu sens plus forcément tes courbatures. Donc c'est quelque chose qui est quand même plutôt agréable. Mais après, ça revient. Ça revient peut-être pas aussi fort qu'avant, mais ça revient quand même. C'est pas quelque chose de magique qui va t'enlever tes courbatures d'un coup. Euh, il faut savoir aussi que du coup, ça renforce le système immunitaire. Je dis ça en éternuant, incroyable. Je disais du coup que ça renforce aussi ton système immunitaire. Forcément, t'es exposé, tu vois, dans des conditions entre guillemets extrêmes où tu as une grosse exposition au froid. Forcément, ça renforce un petit peu ton système immunitaire. Et ensuite, un bain froid ou une douche. Qu'est-ce que ça va être la différence? Globalement, la différence, ça va être l'immersion. En fait, une douche n'est pas immergée à 100% dans l'eau. Et donc, on a des zones qui resteront toujours au chaud, entre guillemets. Et même si tu as une énorme douche, on va dire, pour schématiser, et que tu as de l'eau qui arrive partout sur toi, tu ne seras pas quand même immergé autant qu'avec un bain froid. Donc, en soi, en premier, ça va être le mieux, ça va être du coup bah, l'immersion complète, un bain froid, tout simplement. Ensuite, du coup, la douche froide. Et ensuite, du coup, bah, tout simplement l'exposition au froid, hein, dehors. Tu peux aller en t-shirt dehors en plein hiver, faire l'expérience. Crois-moi, c'est pas forcément ça qui va te rendre malade, même si je suis pas médecin. Je tiens à le préciser, mais voilà. Et aussi, il y a beaucoup plus d'études qui traitent en fait des bains froids que des douches froides. Les douches froides, c'est très difficile à standardiser en fait comme, comme situation en laboratoire en gros. Et du coup, bah, il y a beaucoup moins d'études disponibles sur le sujet pour savoir si ça marche mieux ou pas. Donc voilà. Et donc après, tu peux te demander à quelle température l'eau doit être idéalement. En fait, il n'y a pas vraiment de température idéale. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment dire et penser du coup avec la règle du 1 degré 1 minute. C'est-à-dire si ton bain est à 5 degrés, tu restes 5 minutes. Si ton bain il est à 8 degrés, tu restes 8 minutes, etc., etc. C'est pas une mauvaise règle, mais en fait, ce qu'il faut garder en tête, ça va être vraiment la sécurité, tout simplement. En gros, c'est vraiment rechercher l'inconfort, mais tout en restant dans un climat de sécurité, quoi. Va pas aller à 1 degré, tu vois, alors que tu n'as jamais fait de bain froid. Essaye d'y aller progressivement, en commençant par des douches froides, après par des bains froids, je sais pas, à 15 degrés, puis à 13, puis à 10, puis à 8, puis à 6, et ensuite tu descends petit à petit, quoi. Mais n'y va pas d'un coup et reste euh, dans un climat de sécurité, on va dire. Et si tu le fais dehors, donc dans dans un lac, je sais pas moi, un lac gelé, dans la mer, mais dans une région où il fait vraiment très froid, essaye d'y aller accompagné. Soit c'est mieux, c'est plus sécuritaire. Je dis ça, mais moi je le ferai pas. Je me connais. Mais bref, c'est vraiment quelque chose où il faut faire attention. Et aussi, si tu pratiques un petit peu la respiration, comme la technique Wim Hof, qui consiste en gros à faire une hyperventilation, c'est vraiment déconseillé de le faire dans l'eau, dans une piscine, enfin dans l'eau, tout simplement en fait, immergé. Pourquoi? Parce que tu peux avoir une perte de connaissance sans forcément t'en rendre compte. En fait, elle- tu t'en rends pas forcément compte quand elle arrive. Et bah, avoir une perte de connaissance dans l'eau, on s'entend, c'est pas le meilleur. Donc voilà, globalement, on a fait le tour sur ce premier outil qui est donc le bain froid. Alors, moi en tier list, le bain froid, franchement, je le mettrais haut. Je le mettrais pas tout en haut, pas en classe S. Pourquoi? Parce que c'est des. Enfin, c'est. En gros, s'il n'y avait que la douche froide, enfin que le bain froid, mais que le bain froid était accessible à tout le monde, je l'aurais mis en top S. Mais vu que là, c'est quelque chose qui est quand même peu accessible et que la douche froide, du coup, est un petit peu moins bien que le bain froid, et ben moi, je le place, hop, juste ici, en rang A. Voilà.
Bien sûr, c'est moi qui fais le classement. Je ne l'ai même pas préparé honnêtement le classement. Là, je le fais en même temps de faire l'étude. Mais n'hésite pas, tu vois, à me dire en commentaire, en message, je sais pas quoi, où tu aurais placé certaines choses. Parce que forcément, moi, je suis pas médecin, je suis pas professionnel de santé. Donc, il y a sûrement des avis que toi, tu peux avoir et que moi, je n'ai pas. Donc, n'hésite pas, hein, franchement, à me les faire remonter. Et même, bah, si tu as des trucs à dire en plus, n'hésite pas, forcément. Ça peut être très bien. On a fini du coup avec le premier outil de récupération, les bains froids, un outil que j'affectionne énormément comme tu as dû le ressentir. Et maintenant, on va passer à son opposé, tout simplement, à savoir les bains chauds et jacuzzi. J'ai mis ça un peu dans la même sphère parce que ça reste à peu près la même chose. Le jacuzzi, c'est juste un bain froid, un bain chaud, pardon, amélioré. On a un petit peu des massages, on va dire. Donc, ce bain chaud, enfin les bains chauds et le jacuzzi, le bienfait principal que ça aura, bah, c'est tout simplement ça va soulager les douleurs musculaires. Ça, de toute façon, il ne faut pas être un génie pour le savoir, je pense. Quand tu vas dans ton bain chaud ou quand tu vas au jacuzzi, c'est souvent pour te détendre, pour te relâcher. Et quand tu en ressors, tu te sens un peu détendu. Et souvent fatigué aussi. Pourquoi? Parce que tu perds peut-être un peu d'eau, enfin, de manière excessive, on va dire. Donc, ça, je le rappellerai après, mais pense bien à t'hydrater après avoir fait des bains chauds ou des jacuzzi. Juste ça. Euh, on a le même phénomène que quand on se réchauffe après le bain froid, à savoir de la vasodilatation. Donc là, ton corps, il va monter en température et du coup, euh, tu vas avoir ton sang qui va circuler un petit peu plus et tes vaisseaux sanguins, tout simplement, qui vont se dilater un petit peu plus. Tu vas également rejeter un petit peu plus d'eau, forcément, comme je l'ai dit. Et donc, ça stimule un petit peu la circulation sanguine d'avoir cette vasodilatation, tout simplement. Ensuite, on a un point qui est quand même indéniable. Ça va être un point commun, du coup, avec le bain froid. Ça va être une réduction du stress et de l'anxiété, tout simplement. C'est un moment de détente. Normalement, un bain froid, un bain chaud, pardon, excusez-moi. Excuse-moi. Euh, Ça va être un moment de détente normalement. Un jacuzzi encore plus, on s'entend. C'est un moment où normalement tu es au calme, tu es tranquille, t'as rien à faire. Tu profites juste du moment, tu déconnectes un peu le cerveau et tu profites, quoi, j'ai envie de dire. Donc c'est un moment où on peut vraiment bah, profiter pour, euh, pour être dans ses pensées ou pas, justement. Et vraiment, c'est un moment de détente qui peut réduire donc le stress et l'anxiété. Ce stress et cette anxiété en moins, ça va également favoriser un climat de détente. Et donc, un climat de détente, ça favorise forcément le sommeil. Donc, moi, je te conseille pas de le faire juste avant d'aller dormir, parce que ça peut avoir des effets néfastes sur le sommeil, de le faire vraiment juste avant d'aller dormir. Surtout si tu as des cheveux longs, ça peut être des trucs très, très bêtes comme ça, mais des cheveux longs, ton corps, en fait, pour s'endormir, il a les cheveux mouillés, il voudra pas. Tu vois, c'est un peu schématique comme ça, mais c'est des trucs auxquels on peut ne pas forcément penser. Mais tu vois, évite de le faire 30 minutes avant d'aller dormir. Essaie de le faire quand même un peu avant. Mais par contre, ça va relaxer, te détendre avant d'aller dormir. Donc fais-le, on va dire, 1 heure avant d'aller dormir, au plus près, on va dire. Voilà. Donc globalement, il y a ça. Et ensuite, ça va être bah, comme le bain froid, des réductions de la sensation des courbatures. Attention, j'ai pas dit réduction des courbatures, c'est vraiment de la sensation des courbatures, donc dans le sens où ton muscle, quand il est chauffé un petit peu, ça réduit un petit peu tes sensations de courbature, tout simplement. En fait, tu sens moins que tu as des courbatures. Elles sont toujours là, hein, c'est pas magique, hein. Je le redis, hein, mais c'est pas magique. Tes courbatures sont toujours là, mais ça va vraiment détendre un petit peu ton muscle et notamment par en fait l'action de gravité entre guillemets qu'a un bain sur toi où tu flottes et t'as pas le poids de ton propre corps que tu subis. Et ça, c'est un truc auquel on peut ne pas penser directement, mais c'est quand même quelque chose bah, de très bénéfique en fait d'être délesté. C'est comme si je te mets à faire une traction à 40 kilos, si je te mets une traction à poids du corps, si je te mets une traction avec élastique, bah, celle avec élastique t'es délestée, forcément elle est plus facile que celle au poids du corps et celle à 40 kilos. On s'entend. Et donc, tout ça pour dire que bah, quand tu es dans ton bain, tu flottes forcément
et du coup, bah, tu as moins le poids de la gravité sur toi, on va dire. Donc, globalement, ça va être ça pour bain chaud, jacuzzi. Jacuzzi, quand même mieux que le bain chaud, dans le sens où, bah, selon le jacuzzi que tu as des jets qui peuvent te permettre d'avoir des massages. Et les massages, c'est quelque chose de plutôt bénéfique, on y reviendra après. Mais, du coup, euh, on a fait le tour à peu près du bain chaud. On va pas s'attarder plus longtemps là-dessus, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez connu. Excuse-moi pour ma voix, je suis un peu arrumé. Alors, le bain chaud, je le prends juste ici. Hop, j'ai pris une image de jacuzzi. C'est pareil, du coup, hein, vu qu'on était sur bain chaud et jacuzzi. Euh, Là, on va être à peu près sur la même chose, dans le sens où euh, c'est quelque chose qui n'est pas à la portée de tout le monde, dans le sens où déjà tout le monde n'a pas un jacuzzi, ça c'est sûr. Tout le monde n'a pas une baignoire, pardon, ça c'est sûr aussi. Mais ça reste quelque chose qui est assez accessible, dans le sens où si tu vas à la piscine, si tu vas, piscine, espace détente, je parle, hein, ou si tu as un bain, ça reste quand même un minimum accessible, mais pas à tout le monde, on s'entend. Et c'est pour ça aussi que je ne vais pas le placer au même rang que le bain froid, mais plutôt ici, hop, juste au rang B, parce que ça reste quelque chose d'assez accessible et quelque chose qui provoque une détente et un relâchement musculaire quand même assez instantané et qui peut donc accélérer un petit peu ta récupération, tout simplement. On reste dans le même climat avec le prochain outil qui va être du coup hammam sauna, pardon. Donc hammam et sauna, déjà on s'entend sur ce que je disais il y a 2 secondes, ça c'est carrément pas accessible, ça c'est sûr. Tout le monde n'a pas de sauna ni de hammam chez lui. C'est un petit budget, je pense, d'en avoir un chez soi. Mais par contre, autour des villes, il y a souvent donc des piscines municipales qui font également espace détente et bah, même des spas, hein, tout simplement, où tu peux bah, profiter d'un hammam ou d'un sauna. Euh, donc, ces deux outils, ils sont spéciaux dans le sens où euh, ils sont pas à la portée de tout le monde, mais par contre, ça a quand même pas mal de bénéfices. Donc, le premier bénéfice, ça va être la santé cardiovasculaire. En gros, il y a des études qui ont fait que on a vraiment une baisse pardon, du risque d'événements cardiovasculaires. Il y a une étude qui a été faite euh, sur des gens qui prenaient un sauna 2 à 3 fois par semaine. Et ces personnes avaient, selon l'étude, 27% de risque, 27% de moins de risque, enfin 27% de risque en moins, c'est plutôt ça qui est français, de mourir tout simplement d'un accident cardiovasculaire. Et après, si on augmente encore le truc, c'était de 4 à 7 fois par semaine. Donc là, bon, on s'entend, ça fait beaucoup quand même, hein. Mais là, c'était la réduction du risque de 50%, ce qui est quand même non négligeable. Et du coup, bah, ça peut être intéressant pour ce côté cardiovasculaire qu'on peut ne pas avoir sur la plupart des outils dont on va parler aujourd'hui, quoi. Donc voilà. Euh, une petite fact, un petit fait, on va dire, sur sauna hammam. Ça va être surtout sur le sauna, moins sur le hammam. Je parlerai de la différence entre les deux après, qui ne réside à peu, mais on va voir ça. Ça va être sur les bienfaits hormonaux. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Ça va être que l'exposition au sauna, en gros, elle peut entraîner une sécrétion d'hormones de croissance 16 fois supérieure à la moyenne. Donc, ça, c'est assez gros. Euh, on le conçoit, mais c'est juste un petit fait que je voulais poser par là. Forcément, si tu fais 1m20 et que tu veux grandir, bah, je te conseille pas forcément de faire des saunas, hein, on s'entend. C'était juste pour le petit fait, mais, mais tu vois, c'est quand même un fait qui est intéressant, je trouvais. J'avais voulu le mettre. C'est tiré d'une étude, hein, pareil. Si tu veux les études, n'hésite pas à venir me contacter, parce que la plupart du coup des outils euh, que je te présente aujourd'hui et ce que je dis dessus s'appuient du coup sur des études, tout simplement. Euh, Ensuite, du coup, sur Hammam Sauna, on va avoir pareil, réduction de l'anxiété, réduction du stress, donc des bienfaits cognitifs. Et pas mal d'études ont montré qu'on avait
une certaine baisse du risque de maladie d'Alzheimer ou encore de risque de démence, on va dire, grâce du coup au hammam et au sauna, qui sont dans la plupart des contextes des espaces de détente, des espaces qui sont faits vraiment euh, pour s'acclimater, dans le sens où ça va être des espaces où il y a du silence, où on préconise le bien-être, où on doit se détendre. Donc ça revient un peu sur la même piste qu'avant, sur le bain chaud. C'est vraiment quelque chose qui permet de réduire stress, anxiété et tout simplement d'apporter des bienfaits cognitifs et au niveau mental, tout simplement. Voilà. Et enfin, on aura aussi renforcement du système immunitaire. Ça va être en stimulant les niveaux de leucocytes dans le corps. Donc en gros, ça peut aider à éviter rhume, grippe, des trucs comme ça. Ça va être ouais, un renfort du système immunitaire tout simplement. Par contre, il faut éviter, ça c'est Andrew Berman du coup, d'où je tire ça, il faut éviter de faire un hammam ou un sauna si du coup on est déjà dans un état grippal, dans un état de maladie. Si on est déjà malade, éviter de faire un sauna ou un hammam. Pourquoi? Parce que du coup la température de ton corps est déjà forcément assez élevée si tu es malade. Et donc rajouter, se mettre dans des endroits chauds comme ça va pas forcément aider à ta récupération, tout simplement. Ça peut même être néfaste vu que du coup tu vas encore plus chauffer ton corps. Voilà. Et en parlant de chauffer son corps, un sauna et un hammam, forcément il fait chaud et forcément tu transpires. Et cette transpiration, tout simplement, ça peut un petit peu détoxifier ton corps et ta peau, du coup, surtout. Euh, Ça va être plomb, aluminium, tout ça. Après ça, honnêtement, moi je savais rien de ça avant de me pencher sur l'étude, mais c'est censé être bon pour la peau. À prendre avec des pincettes. Ça, franchement, euh, on reste du coup sur euh, le thème du podcast, à savoir la récupération physique et surtout en particulier musculaire, même si du coup mental, articulaire et tout ça va avec. Mais un fait de plus, le hammam et le sauna, ça améliore un petit peu la qualité de ta peau, on va dire. Et donc, c'est quoi enfin la différence entre un hammam et un sauna? Bah, en fait, ça va être juste être le type de chaleur. Je pense que tu le sais si tu as déjà testé les deux. Un sauna, ça va souvent être un air très sec. Quand on respire, on sent que ça brûle un petit peu dans la gorge, ça brûle un petit peu dans le nez si on respire par le nez. Et un hammam, ça va être de la chaleur plus humide. Et donc, c'est pour ça que le hammam est souvent préféré au sauna parce que au niveau de la respiration, on est tout simplement un petit peu plus à l'aise que dans un sauna qui du coup tourne à chaleur sèche plutôt. Attention, disclaimer, du coup, encore une fois, faire bien attention à bien s'hydrater avant, après, même pendant, du coup, tes sessions de sauna, de hammam. Voilà, globalement, sur cet outil-là, on va avoir fait le tour aussi. Après, moi, je t'invite sur ces outils-là à te faire ton expérience propre. Euh, Moi, par exemple, je suis une personne qui tolère très mal la chaleur. En gros, je suis quelqu'un qui a tout le temps chaud et qui n'a très peu souvent froid. Et tout simplement, des hammams, des saunas, honnêtement, j'aime bien ça. Surtout pour le côté cognitif et du coup réduction du stress, tout ça, un sentiment de détente. Mais par contre, moi, je peux pas y rester longtemps. Je trouve ça un peu désagréable, tu vois, qu'il fasse chaud dans la pièce, tout ça, vu que je supporte très mal la chaleur. Donc, ça va être un petit peu chacun son avis là-dessus. Mais ça reste quand même un outil de récupération très intéressant, surtout, je trouve, pour l'aspect mental et détente musculaire. Donc, cet outil-là, je vais le placer ici. Hop, on sait pourquoi. Parce que du coup, c'est un très bon outil, certes, mais qui du coup n'est pas du tout accessible et qui est forcément payant. Très peu de personnes ont de hammam sauna chez eux.
et c'est normal. Et je le place ici également parce que chaque personne va réagir très différemment en fait du coup à ces stimuli qu'un qu'un sauna peut proposer, tout simplement. Donc maintenant, on va passer très rapidement au pack, en gros, chaud-froid. Donc les trucs, pour ceux qui regardent la vidéo qui ressemblent à ça, les patchs bleus là, un petit peu qu'on peut mettre au congèle, mais également au micro-ondes. Du coup, si tu penses aussi à une bouillotte, ça peut être à peu près la même chose. Enfin, ça peut être la même chose tout simplement si c'est pour le chaud. Et après, ça va être des patchs de froid, donc pour de la glace ou quelque chose qui est congelé que tu mets sur ton muscle, tout simplement, ça va revenir à la même chose. On parle de la même chose, ne t'inquiète pas. Voilà. Euh, Qu'est-ce que ça fait ça? Bah, comme bain chaud, bain froid, si tu vas être sur un patch de froid, tu vas avoir vasoconstriction, donc euh, circulation sanguine améliorée, encore une fois. Si tu es sur du chaud, vasodilatation, tu vas avoir pareil, circulation sanguine améliorée. Quand est-ce qu'on utilise le froid? Quand est-ce qu'on utilise le chaud? Alors, les patchs de froid, ça va être hyper intéressant pour directement, en gros, après un choc, un traumatisme. Dans le sens où tu t'es fait mal quelque part. Sur le moment, dans la majorité des cas, le froid peut être très bénéfique, euh, mais que à court terme. Que à court terme, qu'est-ce que j'entends par là? Ça va être soit directement après le choc, soit à maximum 2 jours après le choc. Après ça, le froid, il va plus être très utile. Donc le froid à la glace, je parle, hein. Un patch de glace, il va plus être très utile euh, pour régénérer ton articulation ou ton muscle. Euh, Au contraire, ça peut même être un petit peu néfaste. Contrairement, du coup, à un patch de chaud ou donc à une bouillotte qui est donc plus recommandé euh, en amont, non, en aval plutôt du coup, de ton choc ou de ton traumatisme. Voilà. Aussi, faire attention, du coup, le froid, on ne le met pas plus de 10 à 15 minutes sur la zone et forcément, on protège pardon, voilà, la zone. Donc, pas mettre directement un patch de glace en contact avec sa peau parce que ça peut tout simplement brûler la peau. Et bah, ça, c'est pas top, on s'entend. Donc, faire juste attention sur cet aspect-là, très important. Euh, et le chaud, par contre, tu vois, si c'est par exemple sur des lombalgies, sur des petits blocages au dos, c'est un patch de chaud, tu vois, tu peux le mettre tranquillement 15 à 20 minutes derrière tes lombaires. Ça va vachement détendre ton muscle. Si c'est par exemple une contracture, parce que la plupart des lombalgies, ça va être souvent une contracture due à un choc quelconque. Et ça peut quand même fortement t'aider après du coup un choc. Voilà. Et donc, globalement, en gros, pour résumer sur ce point-là, sur ces patchs de chaud, de froid, ça va être favorisant du coup pour la détente et la récupération pardon, musculaire. Donc, où est-ce que je vais le placer lui? Et bah déjà, c'est quelque chose qui est très simple d'utilisation, dans le sens où tout le monde peut l'utiliser. On ne peut pas forcément se tromper en l'utilisant, sauf si on ne sait pas quand mettre du froid, quand mettre du chaud. Mais c'est quelque chose qui est facile à se procurer, facile à utiliser, qui a été prouvé maintes et maintes fois enfin, qui a prouvé son utilité et son efficacité maintes et maintes fois. Il y a énormément d'études là-dessus, je t'invite à aller voir. Donc, personnellement, je suis mitigé. J'allais le mettre en A, mais je me demande s'il ne mérite pas son rang S parce que c'est quand même quelque chose de très simple d'utilisation que tout le monde a à sa portée. Tout le monde a à sa portée, pardon. Ouais, honnêtement, il va partir en rang S, même si ça se tape avec le rang A, franchement. Mais c'est quand même un outil qui, franchement, est indispensable et qui peut très vite, en fait, t'aider à régénérer, à récupérer musculairement, articulairement ou autre. Donc voilà. Le prochain outil, un outil pas très connu, que personnellement je n'ai jamais testé. Donc là, je m'appuie encore une fois sur des études, plus que sur mon expérience personnelle. Mais ça va être du coup les électrostimulations. Disclaimer, ça, c'est quelque chose déjà qui est recommandé de faire avec des professionnels et pas tout seul, parce que tout simplement, un professionnel saura beaucoup mieux le faire que vous et saura beaucoup mieux le placer que vous, on va dire.
Euh, et second disclaimer, ça va dépendre énormément de la personne. En fait, selon les personnes, on ne réagit pas du tout pareil à ce type de, de récupération, tout simplement. Juste ces deux petits pardon, disclaimers. Selon les études, en gros, ça cible principalement pardon, les voies nerveuses. Donc, euh, tout ce qui va être névralgie, ça peut aider. Après, est-ce que ça peut aider au niveau musculaire aussi? Mais il y a quand même des solutions plus simples, on va dire. Ça peut être une alternative à certains médicaments. C'est censé améliorer du coup le sommeil profond de certaines personnes. Donc sommeil NREM. NREM, c'est quoi? C'est sommeil. Bon, je vais le faire en français parce qu'en anglais ça fait non-ray eye movement. En gros, c'est quand tes yeux ne bougent plus et quand tu ne rêves plus. Et là, tu es en sommeil profond et c'est là où en gros ton corps se régénère. Et c'est la phase la plus importante de ton sommeil. D'ailleurs, on en parlera dans un podcast très important, le sommeil. Mais le sommeil, franchement, quelque chose à ne pas négliger. Donc, si cet outil, selon certaines études, peut améliorer le sommeil, pourquoi pas l'essayer. Ça améliorerait également la mémoire et renforcerait en fait nos cycles de sommeil dans le sens où déjà euh, dans le sens où ça va plus être, on va avoir moins de mal à s'endormir et donc on va respecter un peu mieux son rythme circadien dans le sens où on se lèvera et se couchera à la bonne heure. Se coucher et se lever à la bonne heure, c'est quoi? J'avais cette discussion avec Mathieu, du coup un nutritionniste l'autre jour en visio. Euh, Se coucher à la bonne heure, c'est quoi? Bah en fait, tu ouvres ta fenêtre et tu regardes. S'il fait nuit, tu es censé dormir. S'il fait jour, tu es censé te lever. On est comme les animaux de base, hein. De base, c'est ça. Après, bien sûr, ça va être plus complexe chez certaines personnes. On peut avoir, ça dépend énormément, mais ça, je ne vais pas approfondir plus que ça le sujet, parce que là, je peux t'en parler pendant des heures du sommeil. Mais voilà. Et enfin, ça peut augmenter dopamine, sérotonine. Sérotonine pour tout ce qui est gestion du stress, dopamine, tout ce qui est donc, on en parlait tout à l'heure, bonheur, on va dire, un petit peu, hein, sensation de bien-être. Et selon les études aussi, c'est déconseillé d'utiliser ces outils tout seul. Parce que du coup, bah, comme je le disais au début, il faut éviter, en fait, en bref, si c'est pas fait par un professionnel, si c'est pas fait par ouais, quelqu'un qui vraiment sait vraiment le faire. Et pour finir avec cet outil-là, il y a un gros manque d'études dessus, dans le sens où on a très peu d'infos dessus, on a très peu de tests en laboratoire qui ont été effectués dessus, et du coup, bah, on n'a pas euh, de réels éléments sur lesquels se fonder. Donc, personnellement, ce, ce type de récupération, je ne vais pas le placer très haut, honnêtement, déjà bah, par son manque d'accessibilité, et que même si tu en as accès, enfin tu y as accès, si t'es pas un professionnel, bah, ça risque de pas forcément être très bénéfique, ou tu peux mal le faire, tu vois. Donc celui-là, honnêtement, désolé, mais ça va être le premier en randé, hop, tout en bas. Non pas qu'il est nul, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est que en fait, trop compliqué à gérer, trop compliqué à calibrer, vaut mieux le faire avec l'aide d'un professionnel. Ensuite, on passe au prochain outil, un outil que ceux qui me connaissent personnellement savent que j'affectionne beaucoup. Ça va être le cupping. Le cupping, c'est quoi? C'est les ventouses, tout simplement, en fait. Les ventouses, en gros, ça va être soit en verre, soit en silicone, et ça crée en gros bah, une succion de la peau. C'est souvent décrit comme vraiment un étirement un peu des tissus. Ça va être un petit peu ça, étirement profond surtout. Euh, La ventouse, elle chauffe l'air à l'intérieur en gros, soit à l'aide d'une pompe mécanique, ou soit à l'aide bah, du coup de ventouses intelligentes que je vais te présenter juste après, parce que du coup moi j'en ai une que j'utilise énormément et qui franchement est top. Euh, Ça peut du coup forcément faciliter la circulation sanguine. On le voit hein, forcément, il y a un gros afflux de sang dans la zone qui est bah, prise par la ventouse. Et donc
favoriser en plus un petit peu la relaxation musculaire tout simplement. Donc pour l'histoire, les ventouses, ça vient de la médecine chinoise tout simplement. Et bah, du coup, comme je le disais avant, c'est décrit un peu comme un massage en fait, un massage profond des tissus et donc des muscles. Euh, Moi personnellement, comment je le décrirais, ça va être si on va prendre un exemple, si j'ai une tension dans le pectoral, mais que je sens que c'est vraiment très profond dedans, donc que c'est pas les fibres qui sont vraiment en surface, mais vraiment très profond, et que je sens qu'un massage, tu vois, ça aide pas forcément. En fait, la sensation décrite, ça va être vraiment un étirement et un massage, en fait, oui, c'est ça, euh, bah, de cette zone qui peut te faire mal très profondément et qui va être tout simplement étirée du coup, vers la ventouse. Et c'est un outil intéressant pour atteindre des zones qu'on ne peut pas forcément atteindre euh, par le massage. Après, ça dépend forcément. Si c'est un professionnel qui fait ton massage, ça va pas être la même chose que si c'est ta copine, par exemple. Voilà, c'est juste pour donner un exemple. Il y a des sportifs, beaucoup de sportifs qui l'utilisent. C'est énormément utilisé du coup en powerlifting, si tu t'y connais. C'est quand même pas mal utilisé. Après, ça va être sur des sports aussi comme la natation, où c'est énormément utilisé. Tu as Michael Phelps, Phelps, bon, je sais plus comment on dit son nom, bref, vous voyez de qui je parle, qui l'utilise en gros pour soulager principalement la raideur et améliorer la récupération musculaire euh, globale. Et lui aime bien l'intégrer à d'autres techniques comme l'acupuncture. L'acupuncture et dry needling, pardon, je ne l'ai pas inclus dans cette tier list. Pourquoi? Parce que c'est des techniques quand même beaucoup plus avancées et que tu peux pas pratiquer tout seul. Parce que là, la plupart des trucs, c'est des trucs qu'on peut pratiquer tout seul. Mais dry needling et acupuncture, il faut vraiment l'aide d'un professionnel. Je te conseille vivement pas de le faire tout seul. Donc voilà. Et donc, personnellement, ouais, j'en fais un usage hebdomadaire, honnêtement. J'en fais très très souvent des ventouses. Donc, pour toi qui as la vidéo, tu verras du coup ce que je te présente ici. C'est tout simplement la même marque que mon bain froid, Nurcover. Celle-là, je l'ai eu gratuit parce qu'il m'avait envoyé mon bain froid en retard pour l'anecdote. Euh, mais en gros, bah, comment ça marche? C'est tout simplement, tu as un bouton, tu appuies dessus, et là, bah, du coup, on entend le bruit, hein. Mais ça va juste en fait tirer ta peau et ce qu'il y a dedans, ça va chauffer. Forcément, le bémol de le faire tout seul comme ça avec un truc intelligent, ça va être bah, que tu n'en as qu'une et qu'il faut en acheter plusieurs si tu veux en faire plus. Et du coup, bah, c'est très long, ça peut être assez long à faire. Et en plus, ça fait du bruit. Ça fait quand même beaucoup de bruit, on l'a entendu, hein. Ça fait pas mal de bruit cette ventouse. Donc, moi, ce que je te conseille, ça va être si tu as un partenaire, un ou une partenaire qui peut t'aider à faire les ventouses euh, traditionnelles, on va dire, donc avec les ventouses en verre, d'en acheter tout simplement. Ça s'achète pas très cher sur Amazon, tout ça, où il doit y avoir des magasins spécialisés. Donc, ouais, si t'es pas tout seul, le faire avec du coup ton ou ta partenaire. Euh, voilà. Et par contre, si tu es tout seul, bah, peut-être d'investir plus dans une ventouse intelligente, vu que du coup, tout seul, c'est beaucoup plus simple qu'avec une pompe. Et enfin, le dernier truc que je préconise quand même, ça reste de le faire avec un professionnel, que ce soit ton kiné ou ton ostéo. Il y a énormément de kinés et d'ostéos qui font ça. Moi, mon ostéo, elle me fait ça. Et bah, c'est vrai que c'est vraiment top. Et c'est quelque chose aussi qui, si tu le fais avec un professionnel, et que le professionnel en question est formé sur la méthode, tu peux aussi faire de la ventouse glissée. Donc la ventouse glissée, c'est quoi? C'est tout simplement, on pose la ventouse, enfin on met de l'huile en fait sur la zone, on pose la ventouse, ça aspire, et après en fait on déplace la ventouse sur toute la zone où il y a de l'huile, et ça vient en fait vraiment détendre et étirer tous les tissus de la zone. Et personnellement, c'est un outil euh, que j'affectionne énormément et qui, je pense également, disclaimer, selon les personnes, n'a pas le même résultat, on va dire. Donc, euh, je vais prendre, hop, le petit papier et où est-ce que je vais le classer. Pour rappel, pour si tu m'écoutes là, euh, le classement actuellement, en partant du bas, on a l'électrostimulation en rang D. Ensuite, en rang C, on a
sauna, hammam. En rang B, on a bain chaud, jacuzzi. Ensuite, en rang A, on a douche froide, bain froid et cryothérapie en gros, hein. Et enfin, en rang S, du coup, tout en haut, on a les packs de chaud, packs de froid, tout simplement. Voilà. Et donc là, les ventouses, où est-ce que je le mets? Ça va être difficile en soi. J'aimerais bien le mettre en A, parce que moi, personnellement, je suis un peu biaisé vu que c'est quelque chose que j'utilise énormément. Euh, mais en même temps, c'est pas super accessible. Donc, j'hésite un petit peu. Honnêtement, pour l'instant, on va le mettre entre les deux, entre A et B, vu que j'arrive pas à me décider. Est-ce que j'arriverai à me décider? On verra. Mais pour l'instant, on le met ici. Voilà, voilà. Prochain outil, et pas des moindres, on va parler donc de la mobilité. La mobilité, attention à ne pas confondre avec du coup les assouplissements, la souplesse, tout ça. Donc tout ce qui va rester passif. Pour le décrire très simplement, la mobilité, c'est quoi? C'est la recherche d'une amplitude maximale, mais tout en générant une production de force, contrairement du coup donc à la souplesse, qui va être vraiment quelque chose de passif, où on ne va pas générer de force du tout. Voilà. Euh, Avant de commencer là-dessus, hop, je vais te parler de cette Bible, la Bible de la mobilité. Hop, si tu as donc la vidéo, tu verras le livre. Sinon, il n'y a pas de souci, je te donne le titre tout de suite, qui est donc Becoming a Supple Leopard. Donc, en gros, devenir un léopard souple. Pourquoi? Bah, parce qu'un léopard, c'est souple, hein, comme un chat, tout simplement. Et vraiment, c'est la Bible de la mobilité que je te conseille vivement. C'est un gros pavé, ok, mais franchement, il est très bien. C'est décrit donc comme le guide ultime pour diminuer les douleurs, prévenir les blessures et optimiser la performance sportive. Et donc, c'est fait par le docteur Kelly Starrett. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais voilà. C'est en français, hein, au cas où. Et moi, je te la conseille. Je te conseille vivement ce livre qui est vraiment très pédagogique et qui explore vraiment en profondeur la mobilité. Donc, quand je parle de mobilité, je parle de quoi? Je parle autant des balles de massage que tu peux retrouver ici. Hop, si tu as la caméra, je te montre à quoi ça ressemble. C'est tout simplement des balles de massage de yoga. Hop, ça ressemble à ça, c'est des balles rondes. Des balles, des rouleaux de massage, tout simplement, des élastiques, des bandes voodoo de flossing. Ça, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on met autour, enfin qu'on compresse, et après on fait des mouvements et ça fait une certaine circulation sanguine, enfin ça améliore la circulation sanguine, et ça va être aussi donc la mobilité sans forcément avoir d'équipement, tout simplement. Euh, la mobilité conseillée par du coup le docteur Kelly Starrett, lui, en gros, il conseille de faire au grand minimum, vraiment, il dit au grand minimum, vu qu'on est humain et qu'on doit bouger, de traiter en gros 3 zones par jour avec par zone 2 minutes minimum. Donc en gros, c'est quoi? C'est se concentrer sur quelques zones principales, donc que ce soit la nuque, que ce soit les genoux, que ce soit autre part, se concentrer vraiment sur au minimum 3 zones par jour et consacrer au minimum 2 minutes à ces zones-là. Lui, il, euh, il, euh, il préconise ça pour de la relaxation, de la récupération, mais également en fait juste pour la vie quotidienne. En fait, être bien dans son corps, être vraiment mobile, tout simplement en fait. C'est vraiment le but de la mobilité. Pour lui, euh, honnêtement, la mobilité, je pense que tu en connais déjà un rayon là-dessus. On s'en sert beaucoup en réhab, en préhab, dans le sport. Et c'est vraiment quelque chose que tous les sportifs utilisent, que ce soit pour de la préparation physique, juste pour s'améliorer sur son sport spécifiquement. C'est quelque chose d'indispensable, honnêtement, la mobilité. Euh, et c'est quelque chose qui est trop peu connu et un peu trop sous-coté à mon goût. Donc moi, je te conseille vraiment de te renseigner en fait personnellement sur ça. Euh, Honnêtement, là, si je t'en parle, je pourrais te parler pendant 1 heure ou 2 de ça. Ça va être comme le sommeil dont je parlais tout à l'heure. Euh, mais c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Et c'est pour ça, en fait, que sur cette partie-là,
je vais même pas chercher plus que ça à tergiverser en soi. La mobilité, c'est quelque chose d'essentiel, que ce soit en récupération, en juste en entretien en soi de soi et de son corps. Ça va être quelque chose de vraiment hyper essentiel et de fondamental. Et donc tu te doutes, bah, je vais pas le placer en D lui, je vais vraiment le placer rang S directement, ça c'est sûr. Mobilité, le meilleur outil pour moi pour la récupération, tout simplement, parce que tu récupères pas en te foutant sur ton canapé et en ne rien foutant, tout simplement, enfin en faisant, enfin, t'as compris. Euh, Tu récupères tout simplement par le mouvement. Il faut bouger pour faire travailler son corps et pour le faire récupérer un minimum. Voilà. Et donc, en parallèle à ça, donc, on passe aux assouplissements passifs en second outil, qui est souvent considéré comme inutile, en fait, par les études en globalité, et notamment par l'auteur du livre que je viens de vous présenter, de te présenter. Euh, c'est quelque chose qui peut être considéré de vraiment inutile dans le sens où en fait, dans la vie de tous les jours, ça va pas te servir. Où ça va te servir, ça va être quand tu recherches de l'amplitude passive, euh, mais honnêtement, dans la vie de tous les jours, bah, tu la recherches quasiment jamais. Si tu te penches pour récupérer un objet, tu vas te dire, bah si, regarde, là, je me penche, je fais de la souplesse, quoi, entre guillemets, pour la récupérer. Mais en fait, non, parce que tu as tous tes muscles qui sont activés avec, on va dire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est trop peu fonctionnel euh, comme outil, on va dire, et qui n'est pas forcément utile du coup avant un training, mais après une séance, ça peut être utile pour la sensation de détente notamment en fait que ça peut procurer et de un peu relaxation musculaire. Même s'il faut faire attention, tu vois, si tu viens de taper 10 squats à 180 kg, t'étires pas directement, tu vas te déglinguer un muscle, ça c'est sûr et certain. Donc faire attention juste avec ça, disclaimer. Mais voilà, en gros, ça va être utile soit après l'entraînement pour un petit peu la récupération, ou sinon ça va être utile pour, enfin, si tu veux en fait développer ton amplitude passive, tout simplement. Si tu veux développer une grande souplesse et t'impressionner toi-même ou impressionner quelqu'un en faisant un grand écart ou je sais pas quoi en touchant tes pieds, ça peut être quelque chose de très intéressant honnêtement, hein. Mais à part ça, vu que là, du coup, on traite vraiment de la récupération musculaire en elle-même, ça va pas être plus intéressant que ça, même si c'est pas inutile. C'est pour ça, du coup, que les assouplissements, les étirements passifs, je vais pas les placer en rang D non plus, parce que c'est quand même quelque chose qui est très utilisé. Mais je vais les placer en rang C, parce que c'est quelque chose qui est très accessible, hein, on s'entend, euh, mais qui est beaucoup trop surcoté en fait. Et, euh, et voilà, quoi, tout simplement. Prochain outil, on passe au pistolet de massage. Donc, pistolet de massage, si tu regardes la vidéo, hop, je te montre à quoi ça ressemble. J'en ai un devant moi, hop, hop, de la marque Jolt. Voilà, c'est une marque française. Ça, si tu le souhaites, ça marche comment? En gros, tu as différents embouts. Je vais en prendre un au pif. Hop, le plus connu, celui-ci. Hop, on emboîte, on appuie sur le bouton, on a plusieurs vitesses. Et voilà, quoi, en gros. Euh, Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? On va le découvrir ensemble tout de suite. Alors, tout simplement, en gros, un pistolet de massage, ça va accélérer un petit peu la récupération musculaire. Quand même, en créant des micro-lésions, c'est un peu comme du coup en mobilité, où on fait pas mal aussi d'écrasement, hein. Ça, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'en mobilité, on peut faire pas mal d'écrasement, que ce soit avec une barre, avec des rouleaux, et donc avec les balles en, en l'occurrence. Mais ça va vraiment améliorer en fait la récupération musculaire, de masser et d'écraser un petit peu une zone, tout simplement. Ça relâche également les tensions et le stress. Donc ça peut être très intéressant aussi dans un aspect, dans une logique donc de récupération, tout simplement. Euh, Ça traite vraiment les muscles profonds, hein, un pistolet de massage, parce que ça va faire vraiment vibrer toute une zone en fait. Et ça peut être assez profond selon l'embout du coup qu'on utilise. Franchement là dans le mien il y a 6 embouts qui sont chacun normalement spécifiques à certaines zones euh, et qui sont plus ou moins durs.
pour favoriser certaines zones notamment. C'est un outil où il faut faire attention juste de ne pas passer sur les os parce que c'est très désagréable, ça fait mal et bah, c'est dangereux presque en fait. Euh, Juste faire attention à ça, petit aparté. Euh, c'est un outil du coup qui permet aussi, du coup, bah, comme les massages, d'améliorer la circulation sanguine dans la zone qui est traitée et en gros d'améliorer la performance physique au global en soi. Euh, les effets du massage vibratoire, donc du massage avec un pistolet de massage tout simplement, euh, ça va être sur une étude qui a été menée avec 12 hommes en bonne santé. Ils ont fait des exercices de renforcement musculaire enfin des quadriceps, pardon, et du vélo, allant jusqu'à un certain degré de fatigue musculaire, en gros. Et il y a un groupe qui recevait des massages avec vibration, donc un pistolet de massage tout simplement, pendant 4 minutes durant les temps de repos, et l'autre qui n'en recevait pas, du coup. Et l'équipe de recherche, elle a conclu que la récupération à court terme, avec du coup cet outil tout simplement de vibration, elle n'améliorait pas significativement euh, l'activité musculaire. C'était pas significatif en fait sur la plupart des sportifs. Et une autre étude qui est appelée l'effet de Theragun. Je ne sais pas comment on le dit, Theragun, je pense, ou Theragun, je ne sais pas trop. Mais sur la récupération musculaire, en gros, et sur la performance pendant des développés couchés, un sport en force, du coup, plutôt. Euh, Il n'y a vraiment aucune différence, en fait, qui a été observée sur les variables de vitesse et de force. Et un petit peu par contre sur le contrôle de la fatigue. En gros, ceux qui avaient reçu du coup pendant les temps de repos des pistolets de massage, ils étaient capables de faire un petit peu plus de répétitions, mais c'est quelque chose vraiment de marginal, donc de très petit, qui a pas vraiment été énormément démontré. Mon avis personnel sur les pistolets de massage, il n'est pas forcément très positif. J'en ai un, mais franchement, en vrai, je regrette pas l'achat parce que ça me sert quand même. Mais c'est quelque chose d'un peu surcoté et qui n'est pas forcément accessible. Il y a des versions plus petites que le mien, des mini pistolets de massage qui peuvent être utiles. Mais honnêtement, si on le fait tout seul, je classerai pas ça comme très utile. Par contre, chez un professionnel, chez un kiné, il y a énormément de kinés qui utilisent ça. Là, par contre, ça peut être vraiment très utile. Donc, globalement, c'est un peu le tour de cet outil-là. Euh, Ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est pas un mauvais outil. Euh, il y a peu de preuves scientifiques qui démontrent vraiment que ça marche. Donc ça, c'est un point négatif. Après, par contre, si c'est utilisé par les mains d'un professionnel, là, par contre, mon avis, tu vois, il peut changer un petit peu sur cet outil. Euh, Ça peut être vraiment quelque chose enfin, ouais, d'utile, quoi, en gros. Euh, mais en fait, c'est quelque chose de tellement pas accessible et dans le sens où ça coûte cher, il en faut un. On l'a pas à portée de main tout le temps si on l'a pas. Enfin, si on l'achète pas, bah, on l'a pas, forcément et c'est beaucoup mieux avec un professionnel. Ce qui fait que moi, je le placerai hop en C. Donc, il est à la limite du D, honnêtement, parce que c'est pas forcément quelque chose d'incroyable. Moi, si tu veux te faire des massages, honnêtement, je te conseille de le faire soit avec un ou une partenaire, ou soit du coup à l'aide d'écrasement, rouleau de massage, partenaire, barre olympique, tout simplement. Et globalement, ouais, c'est ça, hein. Tous ces outils-là qu'on a traités en gros dans la mobilité, tout simplement. Voilà. Ensuite, on passe à un outil qui n'en est pas forcément un, mais j'avais quand même envie de l'inclure parce que j'ai quand même une grande affection vers ce sujet-là. Ça va être tout simplement la marche, donc la récupération par la marche, marcher tout simplement en fait. Euh, il y a une étude qui s'appelle Active Recovery enfin VS quoi, Passive Recovery After Resistance Exercise Pumped. Donc en gros, ça va être la résistance, enfin l'activation de la récupération euh, si on récupère de manière
passive, donc en ne faisant rien, en s'allongeant sur un canapé par exemple, pour schématiser, ou du coup en allant marcher. Euh, donc cette étude, elle a été faite sur des adultes entraînés, et en gros, ceux qui marchaient, c'était une marche légère après la séance, après leur séance jambes, donc d'hypertrophie, par rapport du coup à d'autres adultes entraînés qui faisaient un repos complet. Et donc les résultats, ça a été que la marche légère, ça a entraîné une récupération pardon, subjective plus rapide. Donc en gros, c'était surtout moins de raideur et moins de douleur, tu vois, de type courbature, en gros, on va dire. Euh, et ça avait aucun effet négatif sur la force ou l'hypertrophie. Donc, pour résumer, c'est quelque chose qui était vraiment très positif sur la plupart des adultes entraînés. Euh, c'est en gros la marche, si tu veux, ça accélère pas miraculeusement la récupération musculaire, mais ça améliore par contre le confort, réduit légèrement les courbatures sur le moment et ça permet de rester actif en fait, tout simplement, sans surcharger ses muscles. D'ailleurs, je fais une aparté là-dessus, ça peut être et c'est euh, une alternative très bonne pour les gens qui veulent perdre du poids, de marcher en fait en plus de leur séance pour augmenter en fait tout simplement leurs dépenses caloriques sans se surcharger, tout simplement. En gros, pour résumer, c'est une alternative sûre au repos qui est complète euh, pour, euh, pour récupérer en fait tout simplement après des squats ou des renforcements de jambes. Et c'est bien moins risqué que, je sais pas, aller courir, faire du jogging, quoi. D'ailleurs, la course, c'est un outil que j'ai voulu inclure dans la liste, mais qui en fait, après recherche et études, euh, bah, en fait, il y a très peu de... En fait, tellement il y a de traumatisme, ça va pas forcément améliorer la récupération musculaire globale, mais par contre, c'est un très bon outil pour le cardio, tout ça, j'en dis pas, je dis pas le contraire. Mais là, vu qu'on est plus sur la récupération musculaire, après des exercices un peu plus d'hypertrophie, on va dire, et de recrutement musculaire pur, enfin pur, quand je dis pur, c'est plus dans la force, on va dire, c'était moins intéressant. Et, euh, donc, euh, et donc voilà, quoi, ça va être vraiment un outil intéressant, la marche après une séance et pour récupérer tout simplement. Et un point en plus, si tu es sujet à des lombalgies, que tu as une scoliose ou des trucs comme ça, des points de tension, des trigger points un petit peu dans les lombaires, dans le dos, ça va être un super outil parce que ça va faire bouger tout ce qui est recteur du rachis, vraiment tes lombaires, tout ça, ça va les mobiliser un petit peu euh, sans les brusquer. C'est vraiment quelque chose qui est très doux, on va dire. Donc tu vas mobiliser pardon, ces parties et tu peux vraiment récupérer beaucoup plus vite au niveau de tes lombalgies si tu utilises cet outil qui est accessible à tous, qui est donc la marche. Et donc la marche, où est-ce que je vais la placer? Je vais honnêtement la placer au rang S, tout simplement parce que c'est vraiment le truc le plus accessible du monde. On ne peut pas faire plus accessible, honnêtement, dans cette liste que la marche. C'est quelque chose qui est accessible à tous, partout, n'importe quand quasiment. Donc honnêtement, il n'y a pas d'excuse pour ne pas en faire. Donc, pour toi qui m'écoutes simplement et qui ne regarde pas la vidéo, je te fais un rapide résumé pour l'instant du coup des scores. On va être tout en bas en rang D, on a toujours juste l'électrostimulation. En rang C, juste au-dessus, on va avoir du coup sauna hammam, suivi des assouplissements passifs et du pistolet de massage tout simplement. En rang B, on va avoir le jacuzzi et les bains chauds. Entre rang A et B, parce que j'arrive pas à me décider, ça va être, parce que je suis un peu biaisé, surtout en fait avec mon utilisation personnelle, ça va être le cupping, donc les ventouses. Ensuite, en rang A, on a les bains froids, tout simplement. Et en rang S, on retrouve patch de froid, patch chaud, la mobilité en globalité, hein, et tout simplement la marche. Voilà. On arrive doucement mais sûrement sur la fin de ce podcast et on arrive sur les deux derniers outils qui vont être très rapidement traités, honnêtement, parce que il n'y a même pas besoin d'en parler plus que ça. Le premier outil, ça va être
les professionnels, donc à savoir ostéo, kiné et tout ce qui s'ensuit. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est des professionnels. Faut pas tergiverser 10 ans. C'est des gens qui consacrent leur vie et qui ont consacré toutes leurs études à ça. L'œil d'un professionnel, s'il n'est pas incompétent, parce que ça arrive certes, mais l'œil d'un professionnel euh, sera toujours ou presque toujours meilleur que le vôtre si vous n'êtes pas autant informé que lui sur le sujet. Bien sûr, ça peut faire débat, hein, ce que je viens de dire. À prendre avec des pincettes, hein, je tiens à préciser. Mais un professionnel, ça va dans 90% des cas t'aider. Le seul point négatif, ça va être du coup l'accessibilité et le prix. Forcément, c'est pas quelque chose que tu peux faire directement en claquant des doigts comme aller marcher. Tu dois prendre rendez-vous et donc payer la personne, ce qui est normal. Euh, mais à part ces deux points négatifs, honnêtement, il n'y a aucun point négatif là-dessus. Il y a vraiment très peu de chances que tu ne ressortes pas mieux après une séance de kiné ou d'ostéo, quoi. Donc, tout simplement, pour ça, eh ben, il va aller au rang S aussi. Je ne sais même pas s'il est dans le cadre. En tout cas, il est placé au rang S. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ostéo, kiné et professionnel de la santé en général, je tiens à le préciser. Même médecin généraliste, hein, ça se comprend dedans. Euh, Ça va être dans les premiers aussi. Ensuite, on a plusieurs autres outils que je vais te présenter brièvement aussi, mais sans rentrer trop dans les détails, honnêtement. Dans ce premier outil, on aura donc tout ce qui est supplémentation diverse. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça va être par exemple l'exposition au soleil, les huiles, les baumes, les compléments alimentaires, tout ça. Ça va être quelque chose pareil de très 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 intéressant, mais qui n'est pas à... En gros, je vais pas le mettre en rang S. Pourquoi? Parce que ça remplacera jamais de l'activité physique. Tu vois, c'est pour schématiser comme d'hab. Tu vas pas devenir musclé en restant dans ton canapé, mais en bouffant de la whey, tu vois. En bouffant de la whey et en bouffant, tu vois, en étant en surplus calorique très propre, très clean, en bouffant v'là la whey, mais par contre en bougeant pas de ton canapé, bah non, ça va pas marcher comme ça, tu vois. C'est pour ça que je vais pas le placer, tu vois, au rang S, mais par contre, c'est quelque chose qui, franchement, est très, 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 très intéressant. Euh, Ça, je te conseille quand même, après, de consulter également un professionnel qui pourra t'aider tout simplement donc, dans tes supplémentations à vraiment bien les gérer. Et donc ça, hop, ça passe au rang A, tout simplement parce que ça peut être quand même très très intéressant. C'est un peu tout ce qui fait fonctionner ton corps, j'ai envie de dire, même si j'étais très large là-dessus. Voilà. Il y a deux derniers outils, mais que j'inclus pas forcément dans le classement. Pourquoi? Le premier, c'était donc le taping. Le taping, c'est une technique qui est du coup utilisée par les kinés et les ostéopathes, enfin surtout les kinés honnêtement, pour certaines zones de douleur, en gros pour donner une assistance un petit peu à l'articulation, aux muscles. Je ne le mets pas dans le classement. Pourquoi? Parce que c'est quand même quelque chose de très spécifique et qui quand même, dans la majorité des cas, est mieux réalisé avec un professionnel que tout seul. Donc je ne le mettrai pas dans le classement, mais ça reste un outil de récupération qui peut améliorer tout simplement la récupération. Mais si je le mets, je pourrais aussi bien mettre une attelle, tu vois. C'est un peu trop schématisé, mais c'est un peu là où je veux en venir pour que tu aies vraiment l'image de pourquoi je ne mets pas ça dans le classement. Et le dernier, et mon favori, hein, je crois, ça va être les massages. Les massages, tout simplement, que je n'inclus pas non plus dans le classement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça rejoint un petit peu plusieurs trucs. Les massages, ça va être électrostimulation, ça peut être considéré comme des massages, entre guillemets. Pistolet de massage, forcément, ça l'est. Jacuzzi, bah, tu as des jets qui te font des massages. Euh, Ensuite, on va avoir les ventouses qui sont une forme de massage profond. On va avoir les kinés, ostéos qui font des massages aussi. Bref, je ne vais pas aller plus loin. La mobilité, c'est pareil, hein. Tu t'écrases, tu te muscles, tu te masses, pardon, avec différents outils. Donc c'est pareil. Après, honnêtement, les massages, c'est quelque chose de très, 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 très bien. Donc, c'est juste, je ne le mets pas dans le classement parce qu'il y a énormément de formes différentes de massage, en fait. Donc juste, je voulais pas plus rentrer
dans le détail que ça, on va dire. Mais globalement, pour terminer, on a du coup cette liste avec Orandé, électrostimulation, Rancé, sauna, hammam, étirement passif, pistolet de massage, rang B, jacuzzi, bain chaud, entre rang A et rang B, le cupping, donc la ventouse, en rang A, les bains froids et les supplémentations diverses. Je le rappelle, supplémentations diverses, je prends l'exemple, par exemple, de l'exposition au soleil, de l'huile, de la baume, complément alimentaire, quel qu'il soit. Et je pourrais faire une liste très longue du reste. Et en rang S, enfin, donc dans les tops, on va avoir les patchs de froid, de chaud, tout simplement, la mobilité, la marche et les professionnels de santé. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, merci beaucoup pour ton attention. N'hésite pas à me donner ton avis constructif sur ce classement. Qu'est-ce que tu aurais rajouté? Qu'est-ce que tu n'aurais pas dit? Qu'est-ce que je n'aurais pas dit? Euh, Tout ça, n'hésite pas, honnêtement, ça me fait franchement plaisir d'avoir des retours là-dessus. Et je répondrai à tous les commentaires. Peu importe la plateforme, tu peux m'envoyer un message sur Instagram directement si tu le souhaites. Euh, Comme d'habitude, on va finir ce podcast avec une citation. Hep, je te reprends. Désolé, ça a coupé. Juste à la fin en plus. Donc, j'en étais à la citation de fin de podcast. Cette citation en question, c'est: toutes les informations du monde sont inutiles si vous ne les appliquez pas. Je vous laisse sur ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à la prochaine.